Et Pierre Lorin, spécialiste de la Russie, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu notre correspondant en Ukraine Oui. qui parlait de la Russie qui, depuis le début du conflit, joue un jeu dangereux. Je crois que le jeu dangereux est de part et d'autre, dans la mesure où si il n'y avait pas une offensive ukrainienne dans cette partie de l'Est de l'Ukraine, vraisemblablement Par les choses... logique que l'Ukraine défende son territoire. Oui, mais on avait décrété un cessez-le-feu qui a été interrompu, et pas forcément du fait des séparatistes. C'est tout simplement parce que à Kiev, il y a certaines logiques. Comme à Moscou, il y a les mêmes logiques qui font que certains ont intérêt à ce que les choses dégénèrent ou que les choses, en tout cas, ne s'arrêtent pas. Vous savez, lorsque vous vous retrouvez par le hasard des circonstances, et c'est le cas de certains groupes ukrainiens avec une importance démesurée du point de vue militaire, et que si jamais la paix arrive, votre influence se perd, eh bien, vous avez peut-être tendance à dire, après tout, essayons que ça dure, on va bien voir ce qui va se passer. Non. Mais ça nous éloigne du sujet. Le véritable sujet aujourd'hui, et ce qu'a dit votre correspondant était certainement beaucoup plus intéressant, c'est que pour la première fois, il y a une prise de conscience des risques de cette situation qui, jusqu'à présent, était un tout petit peu anecdotique. La crise ukrainienne, cela fait bien 2 mois qu'on n'en parle plus réellement dans les médias. Il y a des journalistes qui sont tués, mais on n'en parle pas. C'est très curieux. Donc et ça là, veut dire qu'on a un tournant, là. Oui, on est dans un tournant indéniable. Je le disais hier sur votre antenne, si cet accident pouvait, enfin accident, entre guillemets, bien entendu, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais si cet incident pouvait faire prendre conscience d'un côté comme de l'autre que les choses sont graves et qu'on va vers on ne sait quoi, mais en tout cas quelque chose de pas très sympathique pour l'avenir, eh bien, le recul doit être assez rapide. Et d'ailleurs, on le voit. Tout le monde est d'accord pour la commission d'enquête. Tout le monde est d'accord pour un cessez-le-feu immédiat, provisoire, mais qui peut effectivement, si le travail de la commission d'enquête s'étend un tout petit peu, devenir un peu plus permanent. Peut-être que cela permettra, avec l'influence très forte que peut avoir l'Union européenne sur Kiev, de engager réellement des négociations avec les séparatistes, qui ne sont séparatistes qu'en parole. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement que leur région soit reconnue comme des autonomies avec leur propre culture, leur propre langue et leur propre histoire, et qui ne soient pas mêlés dans un creuset ukrainien auquel ils n'adhèrent pas, et dans lequel ils ne se reconnaissent pas. L'influence de Vladimir Poutine sur ces séparatistes pro-russes est indéniable également. Depuis un petit moment, l'influence de la Russie en général est très faible sur les séparatistes. Vous le voyez bien, cela fait à peu près même 2 dans la mois, livraison depuis des le armes 17 avril, même plus de 2 mois, que la Russie essaye de modérer les séparatistes et qu'elle n'y parvient pas, tout simplement parce que les quelques éléments, comment dirais-je, sensés, et je vais employer un terme qui est peut-être un peu réducteur, mais un peu intelligent dans le camp des séparatistes, ne sont plus audibles. Maintenant, ce sont les va-t-en-guerre qui tiennent le haut du pavé. Et ceux-là, il n'y a pas moyen d'avoir un contrôle réel. Maintenant que la Russie n'ait pas mis de l'huile sur le feu, ça, je ne peux pas le dire. Au contraire, oui, bien entendu. Elle soutient ceux qui sont proches d'elle. Merci beaucoup. D'autres pays. Hein. Merci Pierre Lorin. On va vous retrouver dans une dizaine de minutes avec Christophe Naudin et on débattra de nouveau de ses responsabilités éventuelles dans cette catastrophe. Du côté français pour le moment. On revient donc sur ce crash d'un Boeing de la Malaysia Airlines hier après-midi en Ukraine, faisant, vous l'avez compris, 298 victimes. On y revient avec nos invités Pierre Lorin et Christophe Naudin, excusez-moi. Pierre Lorin, justement, est-ce que ce crash peut avoir des conséquences sur le conflit ukrainien en cours? Oui, bien sûr. Il y en a déjà et c'est évident. Ce qui s'est passé est vraiment très très grave du point de vue du droit international, du point de vue de l'humain simplement. Tout le monde est obligé d'en tenir compte et les réactions ne se sont pas fait attendre. Je crois que là, il y a, du moins dans les termes, dans les mots, une désescalade visible à peu près partout, dans l'immédiat. Et je pense que cela va continuer tout simplement parce que là, on touche du doigt
la réalité d'un conflit qui peut dégénérer d'une manière que l'on n'avait pas du tout prévue il y a seulement quelques jours. Une ligne rouge vient d'être franchie. Oui. Clairement. Indiscutablement. Donc reste à savoir qui a pu tirer ce missile. Christophe Naudan, on en parlait avec vous tout à l'heure. Qui a pu être capable de tirer un tel missile? On le sait, en la matière, il faut un certain savoir-faire. Oui, des gens qui sont nécessairement entraînés ou qui croient l'être. Maintenant, ça va être extrêmement difficile de savoir qui a déclenché effectivement ce missile. Je pense, pour ma part, que seuls les services de renseignement, notamment les services de renseignement russes, arriveront, avec l'aide de la communauté internationale éventuellement, à nous fournir suffisamment d'éléments pour qu'on puisse incriminer ou des personnes ou un groupe politique. Mais je crois que ce sera très très dur parce que, sous le contrôle de M. Laurin, il n'y a plus d'État, si vous voulez, dans cette partie de l'Ukraine. On aura beaucoup de mal à trouver des autorités qui ont le contrôle, si vous voulez, de ce qui se passe sur le terrain. Oui, il semble acquis que le missile était d'origine russe. A-t-il pu, comme le disait notre correspondant à Bruxelles... Le missile était d'origine soviétique. Vous savez, l'Ukraine dispose de ces missiles en abondance, parce que c'est un missile... Il n'a pas passé la frontière ces dernières semaines. Non. C'est ce que vous voulez dire. Non, pas du tout. Je pense que, ou bien c'est un missile ukrainien qui, d'une manière inexplicable, c'est l'hypothèse la moins probable, a atteint l'avion, ou bien c'est l'une de ces batteries qui a été prise par les séparatistes qui a servi. Et ça, c'est l'hypothèse probable. Elle n'est pas sûre, elle n'est pas certaine. Mais si vous utilisez le principe simplement du rasoir d'Occam, c'est-à-dire que c'est l'hypothèse la plus facile, la plus évidente, qui l'emporte sur les hypothèses tarabiscotées et les théories du complot, eh bien, il est indéniable qu'aujourd'hui, on regarde plutôt du côté des séparatistes. Maintenant, il ne faut pas oublier, ça on le laisse un peu de côté ces derniers temps, qu'en 2001, les moyens antiaériens ukrainiens ont abattu un vol civil russe, un Tupolev, au-dessus de la mer Noire. Ouais. C'était un accident, mais les accidents arrivent. Et ils ont reconnu leur responsabilité. Mais bien entendu, mais il leur a fallu tout de même un certain temps avant de l'admettre. Vous parlez d'accident, effectivement. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une erreur, c'est-à-dire que cet avion de ligne ait été pris pour un avion militaire? C'est vraisemblablement ce qui s'est passé. Vous savez, effectivement, il y a des armes qui circulent, il y a des gens qui ont eu connaissance de ces armes à une époque. Parce que, il y a 20 ans, l'Ukraine, c'était l'Union soviétique. À l'intérieur de l'Union soviétique, les gens circulaient, les nationalités n'avaient pas d'importance et les militaires de n'importe quelle origine se trouvaient sur le territoire ukrainien. Au moment de l'indépendance, les Ukrainiens ont récupéré le matériel soviétique, ils ont constitué leur propre armée, mais il y a beaucoup de gens d'officiers qui n'étaient pas du tout d'accord pour entrer dans l'armée ukrainienne. Ça, pour eux, ça n'avait aucun sens. Donc, ils sont partis. Mais ils habitaient sur place, ils sont restés. Et ces gens-là ont un savoir-faire. Vous savez, ce ne sont pas des barbares à Donetsk et à Lugansk. Ce sont de grandes villes industrielles avec des officiers, des ingénieurs. Ce sont des gens qui peuvent manier ce genre de système. Le seul problème, c'est que peut-être que, emportés par un certain vertige du succès, puisque dernièrement, ils ont abattu au moins 2 appareils, qui n'aient pas réellement fait attention à ce qui survolait leur espace aérien, peut-être en pensant qu'un avion qui passait là était forcément hostile, parce que même nous, on ne parvient pas à comprendre que l'on continue à faire survoler par des vols civils une zone qui est ouvertement en guerre. Alors, on va vous poser la question l'un après l'autre. Quelle est finalement l'hypothèse que vous privilégiez ce matin ? Moi, l'hypothèse que je privilégie, comme je l'ai dit, les faits semblent démontrer que les séparatistes ont commis une grosse bourde. Vous êtes de cet avis, Christophe Naudan ? Moi, j'ai émis déjà ce matin le fait qu'il s'agisse d'une erreur de manipulation. Donc, Vous disiez que les séparatistes, à votre avis, n'étaient pas assez formés pour pouvoir utiliser un tel missile, un missile Buk. Oui, je pense qu'ils ne sont pas bien formés, effectivement, et donc... D'où l'erreur. D'où l'erreur, si vous voulez. Ils ont sans doute... Alors, est-ce qu'ils ont confondu réellement ce vol-là avec un vol militaire ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont... C'est possible déjà ? Non, normalement, non.
De confondre un avion militaire. Vous disiez avec que la ligne notamment de survol n'était pas du tout la même. C'est pas tout à fait pareil. Le comportement de l'avion n'est pas le même. Enfin bon, il y a plein de caractéristiques, sans entrer dans les détails techniques, qui font que c'est quand même compliqué. Mais par contre, ce que j'ai émis comme hypothèse, c'est qu'effectivement ils avaient une cible prédéterminée, qu'ils l'ont ratée et que le missile a continué sa course sans qu'ils puissent contrôler. Oui, c'est ça, qu'il y avait un avion effectivement sans doute militaire et que voilà. Vous vouliez apporter une précision, Pierre Lerin? Oui, tout simplement que là, monsieur parle en expert de l'aviation civile. Et ceux qui étaient au sol et qui ont lancé le missile ne l'étaient pas. C'est-à-dire que les caractéristiques de vol d'un avion civil par rapport à un avion militaire, si on admet qu'ils sont un peu légers dans le maniement de ces armes, ce sont des choses qui leur passent largement au-dessus de la tête. Donc, que ce soit les séparatistes, c'est très vraisemblable. Que ce soit volontaire, ils n'ont aucun intérêt à le faire parce que là, pour le coup, ils ont ruiné complètement toutes leurs chances d'avenir. C'est fini pour eux. Là, après ce qui vient de se passer, tout le monde, y compris la Russie, va leur tomber sur le paletot. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi que tout le monde leur tombe dessus? Ça veut dire que les Européens interviennent pour que le conflit cesse? Je crois que ce qui va se mettre en place très vite, vous savez, jusqu'à présent, il n'y avait pas de trêve. Les Ukrainiens ne voulaient pas de la trêve parce qu'ils pensaient, poussés par certains Européens et par les Américains, qu'ils pouvaient résoudre le problème tout seuls, ce qui n'était peut-être pas la bonne stratégie. Là, pour le coup, tout le monde va se mettre d'accord, y compris les Ukrainiens bien sûr, sur le fait que ça ne peut pas continuer. Alors, pour que ça ne continue pas, il faut un cessez-le-feu. Mais il faut un cessez-le-feu garanti. Jusqu'à présent, les Ukrainiens ne voulaient pas, et d'ailleurs les séparatistes non plus, ne voulaient pas de l'intervention de la OSCE, c'est-à-dire l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, sur le terrain. Les seuls, paradoxalement, les seuls qui voulaient l'intervention de l'OSCE, au moins sur la frontière, c'était les Russes. L'OSCE disait on veut bien, mais c'est dangereux. Alors on va envoyer des drones pour surveiller la frontière. Parce que la Russie disait écoutez, nous ne faisons rien. Le meilleur moyen que vous en soyez conscient, c'est de venir sur place. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, ça va le devenir. Je crois que l'OSCE, effectivement, a un rôle important à jouer. Merci beaucoup à tous les deux. On va bien évidemment y revenir tout au long de cette matinée. Restez avec nous.